Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 9e webinaire EPS de l'Académie de Créteil. Pour ce webinaire spécial évaluation, nous avons le plaisir d'accueillir en invité spécial Véronique Eloiroux, inspectrice générale, doyenne du groupe EPS, Vincent Rusquet, Joël Andréani et Grégory Agat. Les programmes EPS fixent comme priorité la formation d'un citoyen lucide, épanoui, autonome, physiquement et socialement éduqué, cultivé et capable de faire des choix, éclairé et responsable. Comment, à partir de ces objectifs, de cette finalité, l'évaluation sous toutes ses formes, diagnostic, formative, formatrice, sommative et certificative, peut-elle aider les élèves dans leurs apprentissages et vérifier que chacun ait atteint à échéance les attendus des programmes. Pour tenter de répondre à cette problématique, nos invités sont partis du postulat que toute évaluation doit être juste et équitable, positive, participative, explicite. Une évaluation juste et équitable, c'est une évaluation qui déjà est discriminante, c'est-à-dire qu'elle accepte les différences entre les élèves. Une évaluation inclusive, c'est une évaluation qui prend en compte tous les besoins particuliers de nos élèves. Une évaluation juste et équitable, c'est une évaluation qui ne concerne que les acquis et non pas toutes les conduites innées et respectueuses des rythmes de chacun. Et enfin, c'est une évaluation qui est concertée à l'échelle d'un établissement au sein d'une équipe disciplinaire. Une évaluation positive est une évaluation qui vise la réussite de tous, qui est bienveillante, car elle s'appuie sur les acquis sans stigmatiser les échecs. C'est une évaluation qui s'extrait de la logique binaire, j'ai réussi, j'ai échoué. Une évaluation qui est normative, mais dont la norme est l'individu, c'est-à-dire qui est autoréférencée pour développer le sentiment de compétence. Et une évaluation qui, rappelons-le, et c'est toujours utile de le dire, révèle les valeurs du travail. Une évaluation participative, ensuite, c'est une évaluation qui renforce l'autonomie dont on parlait tout à l'heure, qui engage la responsabilité de l'élève et qui renforce la coopération, la solidarité et les apprentissages collaboratifs, et donc la citoyenneté en acte. Et enfin, une évaluation qui est explicite, c'est-à-dire qui est comprise de tous, à la fois sur les objets, mais sur la temporalité. C'est à cette seule condition, d'ailleurs, que cette évaluation peut avoir du sens pour l'élève. Voilà, je vais donc maintenant donner la parole à Madame Véronique Eloiroux, qui, dans une première partie,
va nous parler uniquement de l'évaluation certificative, la nouvelle certification, avec ses enjeux et ses perspectives. Bonjour à toutes et à tous, je vais déjà mettre voilà, l'écran, normalement ça doit marcher. Merci aux organisateurs de ce webinaire, de ces webinaires réputés dans la France entière, de m'avoir invité pour votre rendez-vous. Alors effectivement, la commande aujourd'hui de la part de Patrick Dumont était de rentrer par l'évaluation avec un zoom très précis sur la certification EPS au bac. Et donc j'ai repris ces 4 petits pavés qu'ils viennent nous présenter avec les différents adjectifs qu'il attend d'une évaluation idéale, on va dire, et on va regarder si effectivement ça s'applique et si si la certification en EPS actuellement et dans le passé peuvent valider et cocher quelques cases sur ces différents adjectifs et objectifs. Évidemment, moi je suis inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Donc, mon parti pris, ma posture est évidemment un point de vue institutionnel, puisque les praticiens vont arriver après. Alors, dans un premier temps, j'ai trouvé intéressant, pour répondre à cette question, de faire une petite rétrospective sur un peu les épreuves certificatives au bac EPS. Alors, je ne suis pas remontée trop loin, mais quand même une cinquantaine d'années, 72. Parce que 72-83 est une... Voilà, c'est une temporalité que je trouvais intéressante. Alors, à cette époque-là, le bac en EPS était très égalitaire, très centralisé. On avait 2 épreuves à choisir parmi natation, athlétisme, gymnastique, avec des barèmes nationaux. Et ce qui était évalué était évidemment la performance. Alors, il y a que seuls les plus de 55 ans ont passé ce bac en EPS, dont je fais partie. Donc, on s'en rappelle bien. C'était un moment important en juin où on se retrouvait pour passer les épreuves. Et comme j'imagine que les législateurs ont pensé prudent que, étant donné que la performance n'allait peut-être pas réussir à tous les élèves de France de terminale, eh bien, ils avaient gardé le certificat d'assiduité, ce qui fait que ça compensait un peu cette dimension très performative de l'évaluation, et ce qui fait qu'en général, on ne perdait pas de points si on n'en gagnait pas. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Il faut se rappeler que le bac était très centralisé, très égalitaire. Et en 83, on peut dire dans un mouvement de balancier qui va presque à l'autre bout, on a une déconcentration totale, une déconcentration presque totale vers les établissements avec un cadrage très, très souple et très flou de l'institution. Chaque établissement choisit une offre de formation, toutes les activités physiques sportives sont possibles, elles relèvent de différents domaines, alors ça s'est appelé famille, domaine d'APS, domaine d'action, je ne reviens pas sur la sémantique, on y passerait trop de temps. Et les seuls points de passage étaient effectivement de pratiquer des absins qui nous permettent de traverser 2 domaines différents jusqu'en 93, et à partir de 93, 3 domaines différents, avec entre 83 et 93 l'obligation de passer par une activité à barème, parce qu'il y a un petit reliquat des contraintes précédentes. Alors là, c'est le moment où on a beaucoup utilisé les nomogrammes qui mettaient en relation la maîtrise et la performance, les connaissances d'accompagnement qui ont dérivé parfois vers des interro-écrites. Il y avait la note de participation progrès aussi qui comptait pour 25% de la note au début de 83. Bref, on était quand même assez libre et ça s'est cristallisé à la fin sur une note de maîtrise, une note de performance, une note de connaissance d'accompagnement. Mais on peut dire qu'il y avait un certain émiettement, on va dire, de la certification sur le territoire français. Donc arrive 2003, suite à la parution des textes, les nouveaux textes PS en 2002, qui selon moi marquent un vrai tournant dans notre discipline. Et les textes de certification en 2003 ont tenté de faire une sorte de compromis entre, vous avez bien vu, entre cette centralisation sans doute excessive avant 83 et une déconcentration sans doute aussi excessive après.
Et à partir de ce moment-là, donc on a une certification à partir d'un menu, enfin un ensemble certificatif, si on veut être institutionnel, de 3 épreuves qui relèvent d'abord de 2 CP différentes, puis de 3 CP différentes à partir de 2012, on y reviendra si besoin. Et on attribue des notes à partir d'un référentiel par activité physique, sportive, artistique. Chaque APSA a son référentiel sur une liste d'APSA qui représente à peu près 25 activités. Ça a évolué un petit peu pendant les 10 ans. La co-évaluation est mise en œuvre. Alors là, c'est important de bien percevoir ces 3 éléments qui sont des éléments qui avait pour mission, pour viser de réguler cette évaluation. La co-évaluation qui permettait donc de bien dissocier le temps de formation du temps de certification et qui permettait une régulation intra-établissement. La commission académique qui agit sur la session en cours, elle valide les protocoles, elle harmonise les notes, on est vraiment sur la session qui est en train de se dérouler, et la commission nationale, elle, qui n'intervient jamais sur la session en cours, mais qui intervient au fil des sessions pour réguler entre 2 sessions. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, il y a un texte qui a déjà prévu des éléments, des dispositifs qui régulent et qui peuvent du coup faire s'adapter le texte au fur et à mesure des années et de ce qui remonte du terrain et des lycées. Alors là, ce qu'on évalue, c'est une compétence attendue de niveau 4 pour l'enseignement obligatoire, avec les dimensions motrices, méthodologiques et sociales que vous connaissez bien. Alors on arrive en 2021, ce nouveau bac qui, évidemment, va être mis en place cette année avec beaucoup de difficultés liées aux contraintes sanitaire. On va écouter d'ailleurs ce qui va se dire bientôt, là, ce soir, à la télé. Je pense qu'on va tous être devant. Donc, 2021, les 3 épreuves de 3 champs d'apprentissage demeurent comme obligation. Et le référentiel n'est plus édité par activité physique sportive, mais par champ d'apprentissage. Il y a des référentiels nationaux qui sont au niveau du champ d'apprentissage, ce qui permet d'avoir une liste d'APSA très ouverte, qui permet même de certifier des activités établissements, qui pourraient être ancrées sur la culture des établissements en fonction de là où on habite. Voilà, pour faire de la voile, du ski, voire de l'équitation, on ne sait jamais. Et là, ce qu'on évalue, ce sont des attendus de fin de lycée qui sont bien identifiés dans les programmes. Et on a toujours nos 2 instances, commission académique, commission nationale, j'y reviendrai, et la coévaluation que je n'ai pas revenue là, mais qui évidemment est toujours en vigueur. Alors, quand on raisonne sur ce nouveau bac 2021, il faut bien être conscient que ça fait partie d'un écosystème global, entre la réforme du lycée qu'on peut qualifier avec 3, j'ai repris 3 éléments, évidemment il y en a d'autres, mais j'ai zoomé sur 3, sur la personnalisation des parcours, l'éducation au choix des élèves et la projection vers le post-bac, dans la fameuse continuité bac-3, bac+3. Par rapport à ça, donc les programmes lycées EPS sont parus, ont été publiés, avec des attendus de fin de lycée qui vous laissent, qui, comme leur nom l'indique, sont des attendus de la fin du lycée, qui vous laissent toute latitude au niveau des équipes pour organiser le parcours de formation, donc la personnalisation des parcours quelque part, et qui sont donc définis par champ d'apprentissage, mais aussi qui sont très transversaux, certains qu'on retrouve dans tous les champs d'apprentissage, comme en gros le savoir s'entraîner et les choix pour les différents rôles sociaux. Les 5 champs d'apprentissage sont à traverser, c'est important parce qu'on se dit que pour la certification, quand on veut choisir, c'est important d'avoir traversé les 5, et aussi parce que c'est important d'avoir une EPS diversifiée. Et la liste d'APSA reste ouverte, mais avec des passages obligés, on oblige avec la pratique artistique et au champ 5. C'est un parti pris effectivement institutionnel. Alors par rapport à ça, la certification au bac évidemment se décline assez facilement avec 3 épreuves de 3 champs, les 3 AFL qui sont évalués à partir de référentiels élaborés par les équipes et validés par la commission académique, des choix laissés aux élèves, il y en a plusieurs à plusieurs endroits dans la certification, et la coévaluation qui existe toujours. Donc en fin de compte, la seule différence entre le bac 93 et le bac 2021, c'est le fait que les référentiels nationaux soient par champ d'apprentissage et non plus par APSA.
Est-ce que cela différencie tout de même la certification par rapport aux objectifs là, que nous a proposé Patrick Dumont tout à l'heure? Moi, je considère que la certification justement au bac EPS, elle a une dimension participative puisque les élèves choisissent. Alors, c'est construit dans le cadre des programmes, mais lors de la certification, ils choisissent des épreuves pour leur ensemble certificatif. Ils choisissent, alors je vais le mettre tout de suite, ils choisissent aussi d'autres éléments une fois qu'ils sont dans l'épreuve, la répartition des points ou même les rôles dans lesquels ils souhaitent être évalués. Et puis, elle est quand même explicite. Ce n'est pas parce que le référentiel n'est pas national qu'il n'est pas explicite. Le référentiel, il est élaboré par les équipes, il décline, il a été validé par la commission académique, ça veut dire qu'il a respecté, on peut le calquer sur le référentiel national par champ d'apprentissage, et il reste tout de même très explicite pour les élèves, c'est-à-dire ils en ont connaissance, ils savent exactement ce sur quoi ils vont être évalués, dans quelle situation, ce qu'on attend d'eux, et ça n'a rien à voir avec une évaluation, une interro surprise ou une évaluation qui pourrait piéger les élèves. C'est déjà le cas depuis 2003, mais c'est important de le rappeler, et vraiment en EPS, on donne le sujet en avance, et on construit la réponse avec eux. Donc, je pense que c'est important dans le cadre de notre réflexion. Et ce qui est aussi important, c'est de bien prendre conscience de l'affichage politique que l'EPS doit avoir, notamment dans ses épreuves certificatives, pour montrer leur inscription dans la réforme du lycée général. Alors, est-ce que ça apporte une cohérence et une équité territoriale? On l'avait mis pour 2003, on avait mis à 4 éléments qui sont importants parce que, comme je l'ai montré, c'est une évaluation qui se souhaitait apporter une forme de consensus entre du très centralisé et du très déconcentré. Donc ces éléments-là, liste nationale, coévaluation, commission ACAD, commission nationale, on les retrouve en 2021. Le point qui diffère, c'est toujours le référentiel par champ plutôt que par APSA. La coévaluation demeure. La commission académique a une nouvelle mission qui est de valider les référentiels APSA des établissements. Et on voit bien là toute la dimension et les allers-retours entre le national et le local. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui va s'appliquer de manière nationale et jusqu'au local. Il y a comme ça des circuits pour faire des allers-retours. Et donc le référentiel national, il est par champ au niveau des données. Vous le déclinez au plan local. La commission académique vous le valide, vous le mettez et vous le testez sur le terrain. Et vous voyez comme ça, il y a des allers-retours qui nous ont paru intéressants. Et le deuxième point sur lequel je voulais apporter votre attention, c'est que dans le rôle de la Commission nationale, il est bien prévu dans la circulaire d'étudier les remontées académiques afin de constituer une banque nationale d'épreuves en appui des académies. C'est prévu dans les textes et c'est bien l'objet de ces allers-retours pour éviter que tout parte de la Commission nationale, même si elle fait son travail évidemment avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup d'enseignants qui la constituent. Alors en fait, ce que je veux juste montrer, c'est que tout texte qu'on essaye de fabriquer et de faire, de construire, c'est toujours à trouver un bon équilibre entre le national et le local. D'autant plus en EPS où on sait qu'on a des salles de cours qui ne sont pas tout à fait comme les autres et qui donc doivent se décliner dans des contextes très divers et variés, en outre-mer, en métropole et dans le rural, etc. Donc on a toujours cette préoccupation et moi je pense qu'avec l'évaluation telle qu'elle est actuellement proposée, et on verra comment elle va s'inscrire évidemment dans les pratiques à venir, eh bien, elle apporte une forme de justice et personne, encore une fois, n'est pris au piège et une certaine équité territoriale, mais aussi elle peut s'adresser à tous nos élèves sportifs, pas sportifs, filles, garçons et en situation de handicap. Tout est fait pour qu'il y ait une forme d'équité qui soit respectée. Alors, en conclusion, évidemment, la certification influence les pratiques et l'EPS. Là, on peut dire que le cap qui est donné, c'est vraiment une EPS diversifiée, alors certification plus programme, afin de construire un pratiquant polyvalent autonome. C'est un peu tout ce qu'on souhaite, c'est que l'élève qui passe entre les mailles de l'EPS puisse être
puisse prendre en charge sa vie physique, sa pratique physique de façon autonome. La certification et les textes ont insisté sur le fait que les élèves devaient savoir s'entraîner, faire des choix et collaborer. On est quand même la seule discipline au bac à avoir une part de notes collectives dans les épreuves collectives. C'est important de le signaler et donc ça impose effectivement que les élèves doivent collaborer. Et puis évidemment ça influence les enseignants qui du coup deviennent très concepteurs, même s'ils devaient l'être déjà, j'en suis persuadée, mais là disons que ça surligne leur rôle de concepteur, du coup qui prennent une certaine responsabilité par rapport à leur contexte, et puis surtout une dimension collective qui là ne peut pas être ignorée, hein, évidemment. Alors, évidemment, tout ça, c'est la certification. On enseigne beaucoup plus que ce qu'on certifie. Hein, et l'EPS, ce n'est pas que la certification, bien sûr. Et surtout, ce sur quoi je voulais insister, c'est que l'EPS, ce n'était pas les textes. Ce n'est pas ni les textes de certification, ni les textes programmes. C'est sincèrement ce que vous en ferez vous. Là, parce que j'imagine que j'ai plein de professeurs derrière mon petit écran, ce que vous en ferez vous et la façon dont vous allez vous les approprier et ce que vous allez faire vivre aux élèves comme EPS. Et c'est ça qui est, de mon point de vue, essentiel. Donc, c'est toujours important de toujours comprendre dans un texte ou dans une orientation le sens, le cap, l'orientation, parce que c'est ça qui fait sens et qui doit nous unir. Je vous remercie. Je te remercie infiniment pour ton intervention et ce rappel des enjeux de la certification. Je voudrais aussi rappeler à tous les participants qui nous ont fait la gentillesse de s'inscrire à ce 9e webinaire que d'ores et déjà, vous pouvez poser vos questions donc, à Véronique Elouarou, puisqu'elle nous fait le plaisir de rester jusqu'à la fin de ce webinaire et donc elle pourra répondre à toutes les questions que vous pouvez poser par l'intermédiaire du chat. Et donc, Juliette Martial, qui est en train de recueillir déjà les questions qui tombent, sera chargée d'animer la dernière partie de ce webinaire, qui sera une partie plutôt sur un échange questions-réponses avec nos intervenants. Alors, on a souhaité, sur cette deuxième partie, poser 3 questions qui, à elles seules, auraient mérité de constituer un sujet de webinaire. Mais pour autant, l'exercice étant quand même assez compliqué, nos intervenants se sont livrés à ce jeu et ont essayé de tenir en un temps très, très restreint, puisqu'ils vont avoir chacun 6 minutes d'exposé pour chaque question. On va avoir une réponse plutôt collège, puis une réponse plutôt lycée, puisque Joël Andréani et Vincent Husquet travaillent en collège et que Grégory Agathe travaille en lycée. Alors, 3 questions. Je vous les pose d'entrée. Comment l'évaluation peut-elle aider les élèves à se situer dans leur parcours de formation? Une question qui tourne autour du comment rendre l'évaluation juste, équitable et explicite, comme on le disait tout à l'heure au début. Une deuxième question qui portera sur l'évaluation du niveau d'autonomie de nos élèves et à travers elle, la capacité à prendre la responsabilité de ses choix. Et ensuite, en 3e question, nous irons vers les apprentissages collaboratifs et voir comment on peut les évaluer et tout ce qui se joue en termes d'évaluation individuelle et collective. Donc, en fait, nos collègues, nos intervenants vont essayer de répondre à ces 3 questions. Ils auront donc chacun 6 minutes. N'hésitez pas également à remplir des questions au niveau du chat, puisque, en fait, Juliette est là pour recueillir l'ensemble des questions. Voilà, maintenant, on va laisser la parole à Vincent et à Joël, qui vont répondre à cette première question sur les parcours de formation. Merci Patrick. Alors, bonjour à toutes et à tous. 3 questions qui appellent de nombreuses réflexions et pour lesquelles nous allons tenter avec Vincent et Grégory d'apporter quelques pistes de réflexion directement issues de nos pratiques professionnelles avec les élèves. Une première question, comment l'évaluation peut-elle aider les élèves à se situer dans leur parcours de formation? Nous partons d'un postulat qui est que pour faire sens, l'évaluation doit être envisagée comme un outil d'apprentissage.
En posant des jalons, elle permet aux élèves de se repérer dans un parcours de progression que l'on veut, un parcours de formation, pardon, que l'on veut progressif et équilibré. Alors d'un point de vue institutionnel, ce parcours de formation, on pourrait au collège le définir comme l'ensemble des étapes d'apprentissage que les élèves vont traverser dans 4 grands champs d'apprentissage complémentaires pour construire 5 grandes compétences générales, elles-mêmes constitutives d'un socle commun. D'un point de vue de l'élève, et c'est ce qui nous intéresse, il s'agira de l'ensemble des acquisitions visées dans chacun des rôles que les élèves vont vivre dans les APSA programmés au cours de leur cursus. Nous avons choisi d'interroger ces questions au regard de problématiques professionnelles qu'elles sous-tendent. Ainsi, pour ce qui concerne permettre à l'élève de se situer dans son parcours de formation, 3 questions qui nous paraissent récurrentes. La compréhension de l'évaluation par les élèves, le manque de repères pour se situer et la complexité pour l'enseignant à construire un outil d'évaluation. Ces 3 questions, donc, pour ce qui s'agit de la première question, du problème de compréhension de l'évaluation par les élèves, nos expériences professionnelles nous amènent au constat partagé que nous avons tous déjà, enseignants d'EPS, produit des outils d'évaluation qui étaient inaccessibles à la compréhension de l'élève. Inaccessible, pourquoi? Parce que sans doute évaluation trop complexe, une évaluation trop analytique, ou bien abordée en fin de séquence. Donc pas le temps de se l'approprier, pas de sens pour l'élève, car pas de lien véritablement établi entre l'indicateur retenu et les progrès réalisés. C'est le cas typique de l'élève qui vient nous voir en fin de séquence, qui n'a pas compris sa note, qui demande pourquoi il a cette note. Le deuxième problème, l'absence de repères en cours d'apprentissage ne permet pas à l'élève de se situer dans les différents rôles qu'il va investir et dans les différentes tâches qu'il va devoir réaliser efficacement. Cela, nous le savons, a un impact important sur sa motivation, sur son sentiment de compétence et sur sa persévérance dans l'apprentissage. Pour autant, nous restons vigilants quant au risque, en multipliant les occasions pour l'élève de se repérer, qu'il ne se confronte de façon multiple au constat de son échec. Enfin, 3e problème professionnel identifié, la complexité à construire un outil d'évaluation. Il nous est arrivé de constater des dissonances entre ce qui est évalué et ce qui a été enseigné. Sans doute liées à des difficultés que nous avons parfois, enseignants d'EPS, à nous distancer de la pratique sociale de référence, qui est plutôt globalisante. Des difficultés parfois également à construire des critères et des indicateurs qui permettent réellement de rendre compte des acquisitions visées. Alors, désormais, avec les nouveaux programmes collège de 2015 et les nouveaux programmes lycée, l'opportunité nous est laissée, à travers la construction de formes scolaires de pratique, de créer des contextes favorables qui, bien plus qu'auparavant, vont permettre de mettre en exergue les contenus ciblés dans chaque rôle. Et ainsi construire des indicateurs qui soient parlants à la fois pour l'élève et pour l'enseignant, pour reprendre l'image du fil rouge mise en évidence par Ubaldi. Quelques pistes de réponse possibles à ces 3 problèmes, il y en aurait bien d'autres, mais il a fallu faire des choix. Pour ce qui est de la compréhension de l'évaluation par les élèves, celle-ci se doit d'être explicite et pour cela, nous parions sur la manipulation progressive de critères par les élèves et je laisse Vincent vous présenter ces pistes de réponse. Donc pour la compréhension de l'évaluation par les élèves, il faut effectivement qu'elle soit explicite, c'est que les critères font du sens et que les critères soient manipulés au maximum par les élèves. Nous allons vous proposer une illustration sur une forme scolaire de pratique de lutte qui exploite un score parlant en 110.1, qui met en exergue, à travers la cotation des actions qu'on utilise, les acquisitions prioritaires visées par nous-mêmes lors de cette forme scolaire de pratique. Les scores obtenus sont révélateurs des acquis des élèves. C'est-à-dire que l'élève a directement, grâce à son score, sa capacité à juger de sa maîtrise relative aux acquisitions que l'on vise. Le critère et les indicateurs donc, ont du sens puisqu'ils sont directement liés au savoir que l'on vise. Donc, la forme scolaire de pratique qui est proposée ici, avec un règlement simplifié, 110.1. Les 10 points sont le critère principal que nous allons utiliser puisqu'ils sont révélateurs de la capacité à renverser son adversaire tout en le contrôlant. Ici, nous avons une élève en début de séquence, donc une praticienne. Vous voyez qu'elle a le polygone de sustentation qui est relativement large pour rester en équilibre. Ses saisies sont relativement distales, voire en saisie sur le corps de l'autre. Et on voit également le rôle de l'arbitre. Le rôle de l'arbitre qui a une attitude relativement dynamique, mais qui reste relativement loin des pratiquants. Dans la même situation, on voit l'élève, cette fois-ci en fin de séquence, l'élève en rose, qui va prendre des saisies sur le corps de l'autre, qui vont se transformer en contrôle, qui vont obtenir un renversement. On voit l'arbitre qui va
attribuer 10 points avec son foulard rouge, puisque c'est le lutteur rouge qui marque, qui va vérifier le tombé, et donc qui va actualiser notamment un 10 points. Et donc, si elle obtient 3 fois 10 points pendant 3 combats différents, elle pourra dire qu'elle a une maîtrise satisfaisante au regard de cette acquisition motrice. Maintenant, il y a également l'acquisition liée au rôle d'arbitre, qu'on peut, cette fois-ci, que nous avons choisi d'identifier au regard des tâches cumulatives que l'élève est capable de gérer lors des combats. En l'occurrence, être capable d'arrêter le combat au moment de situation dangereuse, voire des tombées, et on va dire que le niveau de maîtrise satisfaisant est obtenu quand l'élève est capable de coter les actions de manière objective. Une autre piste de réponse possible au regard du problème que Joël vous a soulevé, la difficulté à construire des outils d'évaluation. Il faut que l'évaluation soit accessible. Il faut que les choix de contenu soient réalistes dans un temps d'apprentissage que l'on se donne à chaque fois sur nos séquences. Il faut qu'elles soient réalistes aussi au regard des possibilités de nos élèves, d'un élève lambda. Là, on vous propose une trame, on va dire, de cycle qui met en exergue les compétences motrices visées de nos élèves, les compétences liées au rôle de l'arbitre. On s'aperçoit bien ici, par rapport à ce qui est en rouge, que cette compétence motrice constitue presque la totalité de notre séquence. Donc, il y a une récurrence de ces acquisitions et qu'elle reste réaliste dans le sens où elle est liée à la forme scolaire de pratique, puisqu'on est sur de la lutte à mi-hauteur et qu'on demande donc à l'élève de savoir renverser son adversaire pour le mettre en danger. Une deuxième piste possible de réponse au regard du manque de repères. L'idée est que l'évaluation doit être à la fois multiple et continue, c'est-à-dire qu'elle offre le plus possible de possibilités à l'élève de se situer au regard du cycle et qu'il y ait une forme de récurrence et de répétition d'utilisation de ces critères, de façon à ce que l'élève se les imprègne en tant qu'arbitre, mais aussi en tant que lutteur et pratiquant. Donc, on va avoir un format pédagogique de lutte de situation d'apprentissage où l'élève va mobiliser ce règlement simplifié qui est également mobilisé lors de la forme scolaire de pratique, qui va permettre donc à l'élève pratiquant de se situer en tant que pratiquant sur les acquisitions visées et en tant qu'arbitre de manipuler ce règlement pour devenir efficace, puisqu'on lui a une forme de dévolution quand même de cette... Je vais lancer la vidéo, excusez-moi. Une forme de dévolution de la responsabilité de l'arbitrage à l'élève qui va être amené à juger des 10 points et des 100 points. Là, on a un élève attaquant qui avait directement le contrôle, un élève défenseur, il passe derrière, il marque un point. Cette fois-ci, l'élève qui a marqué reste et devient défenseur. L'élève qui était scoreur, arbitre, devient attaquant et a directement le contrôle. On est bien dans une asymétrie donc, qui est propre à une situation d'apprentissage. Et au regard de ce format pédagogique, les élèves vont tout le temps mobiliser le même règlement et donc les mêmes critères et pouvoir se situer à tout moment sur les acquisitions visées lors de la séquence. La fiche qui sert d'exploitation de ces résultats dans la situation d'apprentissage est la suivante. On a des élèves donc, qui vont tourner au fur et à mesure des actions. Ils vont pouvoir avoir le volume d'actions réussies sur l'ensemble de la séquence et le nombre de fois où ils ont atteint le seuil qu'on demande minimum, qui était de 3 prises, je vous le rappelle, sur 3 combats initial à la fin. Merci pour votre écoute. Merci Vincent, merci Joël. On va maintenant donner la parole à Grégory pour la partie lycée. Donc on reste sur cette première question. Concernant le parcours de formation, Grégory, c'est à toi. Bonjour à tous, merci. Alors je vais enchaîner sur la question par rapport au lycée, en commençant par une définition sur l'évaluation. L'évaluation est une confrontation entre 2 séries de données, des données qui sont de l'ordre du fait et des données qui sont de l'ordre de l'idéal. C'est une citation de Hadji en 89. Il s'agit donc ici de voir comment cette comparaison, ce pont entre la production et les attendus, peut aider l'élève à se positionner sur ce parcours et lui faire prendre conscience de sa progression. C'est d'ailleurs une attente institutionnelle, puisque dans les programmes du lycée général et technologique et les programmes du lycée professionnel, il est question de se situer et d'apprécier ses acquis. L'évaluation formative et formatrice, par la suite, prend alors tout son sens. Alors, au préalable, pour entrer dans cette exigence, il faut d'abord que l'élève ait conscience et une vision claire du parcours qu'il devra effectuer.
à minima une vision de séquence. Là, c'est une vision de séquence, deux premières. Une première séquence de musculation, puisque nous sommes en musculation, dont la priorité est d'abord l'acquisition motrice, ensuite le ressenti et l'effort attendu, même si le reste perdure, et enfin, se construire un projet pour soi avec le regard de l'autre en complément d'information. Donc, une fois que cette vision globale est établie, le parcours doit être vu et su dès le départ et rappelé tout au long des étapes. C'est important pour avoir une visibilité, qu'elle soit simple et lisible pour l'élève de bout en bout. Donc, je vous ai parlé de ces trois étapes. Je vais me concentrer exclusivement sur celle-ci, car on ne peut pas tout dire en quelques minutes, sur les acquisitions motrices en début de séquence. On y va. Alors, comment peut-on évaluer et comment l'évaluation peut aider l'élève à se situer sur son parcours, pour l'instant moteur, on va dire ça comme ça? Eh bien, en s'emparant des critères d'observation à force d'évaluation, au départ fortement guidés par l'enseignant, et avec un guidage décroissant qui va s'opérer, pour que ce soit l'élève lui-même qui puisse ensuite manipuler ces différents critères. Là, je vous ai mis la posture, la respiration, l'amplitude et le guidage. Ce sont les éléments que j'utilise. Donc, l'élève va devoir utiliser ces éléments-là pour juger de son action. Ce sont les mêmes termes que l'on retrouve dans l'outil de suivi des acquisitions des élèves et dans le référentiel, ce qui permet de créer une cohérence de termes et de ne pas noyer l'élève avec des termes jargonneux par la suite. Par conséquent, il va fonctionner selon une méthode, une boucle d'apprentissage assez précise qui part de la production, de l'analyse de soi, de l'autoscopie, de la comparaison à un référent, d'échanges avec ses camarades et ensuite de la proposition d'une régulation. Voici comment cela se déroule. L'élève va donc se filmer, pointer du doigt les différents éléments que nous avons vus, sa posture, son guidage, son amplitude, sa respiration. Il va le comparer avec une vidéo référente qui pointe ces mêmes éléments. Là, on voit l'amplitude qui est pointée ici. On va voir à un moment donné à quel endroit se situe l'expiration, à quel endroit se situe l'inspiration. Et donc, il aura de façon simple et lisible, par comparaison visuelle, les moyens de juger sa propre action. C'est ainsi qu'il peut voir ce qui lui manque et visualiser les espaces de progression qu'il a encore. Grâce à cette évaluation, il va pouvoir donc s'exercer à se juger, il va pouvoir mettre des mots sur ses besoins et se situer sur une grille, même si le guidage de l'enseignant est assez fort au départ. C'est la grille de l'enseignant qu'il manipule. Elle est donc extrêmement claire, lisible, depuis le départ. Il manipule la grille de l'enseignant de façon numérique ou papier. Là, c'est sur format papier, mais parfois les élèves viennent sur l'iPad et cochent eux-mêmes. Et cette évaluation peut être également participative, car elle peut contribuer à une évaluation par capitalisation au cours de la séquence. Donc, nous avons donc vu qu'en fin de séquence, grâce à une cohérence de termes, eh bien, les élèves peuvent, grâce à ces expériences d'évaluation répétées, de plus en plus explicites, de plus en plus participatives, immédiates et simples, se positionner sur l'outil de suivi des acquis. L'élève que nous avons vu en vidéo en comparaison était plutôt ici et se positionne plutôt ici d'après ce qu'elle a rempli. Donc, elle voit le chemin qui lui reste à parcourir. Alors, le point fort de cela, c'est que le suivi pluriannuel peut être fait, il est concret et consultable facilement. Le point faible, c'est qu'il y a une amnésie partielle, motrice et méthodologique des élèves qui ne repartent jamais du point sur lequel ils se sont arrêtés à la séquence suivante. Voilà pour le lycée. Merci Grégory. On va maintenant passer à la deuxième question. Tous les programmes nous parlent d'autonomie. Les élèves doivent être autonomes au collège, autonomes au lycée. Mais comment évaluer justement ce niveau d'autonomie? C'est ce que nous allons voir avec Joël et Vincent qui commencent donc pour la partie collège. Alors, comment peut-on évaluer l'autonomie des élèves? Une question complexe. On va essayer d'apporter quelques pistes de réflexion. Déjà, dans un premier temps, situer notre propos, quelle que soit l'acception que nous pouvons avoir de cette notion d'autonomie, force est de constater qu'elle se construit de façon collégiale dans la famille, à l'école et dans le milieu associatif. Au collège, nous savons, elle est construite de façon transversale par l'ensemble des disciplines et des acteurs de la communauté éducative. Ainsi, par exemple, organiser son travail personnel, coopérer, réaliser des projets, savoir prélever des informations, sont autant de compétences qui vont être construites
par les élèves et qui vont venir irriguer un domaine de formation du socle commun relevant de la méthodologie et de l'outillage pour apprendre, donc le domaine de formation. Nous distinguons deux grandes formes d'autonomie, très schématiquement. Une autonomie plutôt scolaire qui relève du savoir-apprendre et une autonomie dans l'APSA qui engloberait deux degrés d'autonomie, un relatif davantage à la capacité de l'élève à pouvoir pratiquer en toute sécurité, donc tous les savoirs relatifs à la sécurité comme le savoir nager, le savoir s'échauffer, le savoir chuter, le savoir s'encorder, le savoir assurer, et une autonomie relevant davantage de processus décisionnels qui, elle, renvoie directement à la capacité qu'a l'élève de faire des choix efficaces et lucides pour produire une performance dans l'action. Alors, notre postulat est le suivant. Le bon déroulement de l'évaluation, selon nous, infère nécessairement la présence d'une autonomie déjà construite. Sans dévolution à l'élève de rôle d'observation, de rôle de conseil, de juge, la forme scolaire de pratique et les indicateurs qu'elle mobilise ne sont pas viables. Ainsi, l'autonomie revêt pour nous un double enjeu, à la fois de finalité et de processus, un enjeu éducatif d'émancipation et un second enjeu d'outillage qui nous paraît indispensable pour amener les élèves à devenir plus efficaces dans leurs apprentissages moteurs. Le problème professionnel, il y en avait plusieurs, mais celui que nous choisissons de faire émerger à travers cette question de l'autonomie et de l'évaluation concerne les difficultés que nous avons, enseignants d'EPS, parfois à évaluer avec objectivité tous nos élèves, selon 4 degrés de maîtrise, dans différents rôles mis en jeu dans l'APSA, et pour viser des attendus de fin de cycle, tout en restant équitable et fiable. Alors, pour situer notre contexte d'intervention, nous nous appuyons sur la catégorisation du niveau d'intégration de l'autonomie qui a été utilisé par Meillard et Berton en 1996. Et vous le voyez, notre public scolaire se situant davantage sur un 3e niveau qu'on pourrait appeler autorégulé, eh bien, cette notion d'autonomie se conçoit davantage chez nous comme un point d'appui que véritablement comme une finalité recherchée. Quelques pistes de réponse possibles à ce problème d'évaluation de l'autonomie chez les élèves. Et nous essayons, nous l'avons vu précédemment, d'organiser une dévolution progressive de l'évaluation à nos élèves. Et pour nous, évaluer la capacité des élèves à être autonomes renvoie à plusieurs choses, dont évaluer la capacité des élèves à être autonomes dans une gradation que Vincent va vous expliquer désormais. Bon. Quelques pistes, entre guillemets, justement, pour évaluer cette capacité, la croissance progressive du temps d'apprentissage, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de répétitions que l'élève est capable de faire, du nombre d'exercices qu'il est capable de faire, sa capacité également des élèves à prélever, rendre compte et interpréter des indicateurs, mais également sa capacité à faire des choix efficaces dans ses exercices, mais aussi des choix efficaces dans sa pratique. Nous allons illustrer notre propos au regard d'une situation ici d'apprentissage qui est décontextualisée du bac en ultimètre. Les élèves doivent se faire un maximum de passes en 2 minutes et ils ont des seuils à atteindre qu'ils essayent à chaque fois de dépasser à chaque séance. Ils ont donc une possibilité de pouvoir voir leur progression directement. Cette même situation peut être proposée à un niveau supérieur, donc au cycle 4 par exemple ici, avec une distance plus grande, où les élèves doivent réaliser la même chose, mais avec des seuils attendus plus grands. Là, on peut voir maintenant que l'autonomie se construit progressivement et permet de passer d'indicateurs simples, comme on l'a vu précédemment, à des indicateurs d'efficacité collective plus complexes. On demande maintenant, par exemple, aux élèves de mettre en lien les points marqués avec le nombre de possessions, ce qui permet de déterminer un niveau de maîtrise collectif. Ici, je vais vous proposer de voir un format pédagogique de situation inspiré des travaux de Karen Croisier de l'AEPS, qui propose en fait aux élèves de réaliser le gentil badge, ce qui signifie, entre guillemets, qu'elle propose aux élèves de choisir et de réaliser des contrats d'exercice de difficultés différentes avec le maximum de partenaires. L'idée est qu'ils puissent, pour nous ici, acquérir la capacité suivante d'exploiter l'opportunité favorable pour marquer le point en construisant des trajectoires placées ou accélérées. Et on leur propose donc 3 contrats d'exercice à 2, 3 ou 4 points. Les élèves
vont essayer de faire un maximum d'exercices avec des élèves, des partenaires différents. Ils vont pouvoir donc mettre en relation le nombre de points marqués avec le nombre de points réalisés, ce qui va nous permettre d'évaluer sa capacité à moduler son engagement en coopération pour répondre aux consignes. Dans cette situation qui s'appelle les 30 secondes en lutte, que j'appelle les 30 secondes en lutte, l'élève agit comme partenaire, il doit réaliser le maximum de prises efficaces dans un contexte opportun donné par son partenaire. Les partenaires choisissent une position, l'élève doit la reconnaître et décider de la prise à réaliser le plus rapidement possible. Le score réalisé va être révélateur alors pour nous de la capacité à être un bon partenaire, puisqu'ils vont pouvoir enchaîner des prises, mais également à la capacité de faire des choix opportuns de prise dans un contexte efficace. Alors, cette autonomie à faire des choix opportuns, pour poursuivre une illustration, faire des choix au cœur de la performance, nous l'illustrons ici dans une forme scolaire de pratique en biathlon, où les élèves doivent réaliser des séquences de courses entrecoupées de tirs sur des cibles qui sont à des distances variées, qui sont des cibles variées également, et qui vont rapporter une cotation de points de 1 à 4 points, selon évidemment la difficulté du tir. Vous le voyez, lorsque les élèves arrivent sur le pas de tir, ils peuvent choisir, on est dans l'autonomie de la décision dans l'action, ils peuvent choisir au regard de leur ressenti, au regard de la connaissance qu'ils ont, de leur maîtrise technique sur la situation de tir, mais également au regard des indicateurs que leur ont donnés leurs partenaires. Ils choisissent en conséquence sur chaque boucle la cible qu'ils veulent viser. Ils peuvent ensuite manipuler un nouvel outil, donc de leçon en leçon tout au long de la séquence, pour situer un degré de maîtrise, un degré de compétence, qui met en jeu deux grands paramètres que sont l'efficacité individuelle sur les shoots avec les disques sur les cibles, mais également une performance de temps qui est autoréférencée par rapport à un pourcentage de VMA soutenu. Merci. Voilà, je vous remercie. Grégory, maintenant, c'est à toi. Alors, à cette question de l'autonomie au niveau du lycée et en musculation, je vais commencer par une définition de l'autonomie qui est un processus éducatif qui repose sur un ensemble de techniques et de méthodes permettant de se donner des lois de pensée et d'action. C'est de Delaunay dans son cahier EPS en 2002. Il s'agit donc de passer d'un principe d'obéissance à un principe de contribution. Alors, je dirais aussi que c'est inhérent au CA5 et à la musculation où les ressentis ne peuvent être totalement dictés de l'extérieur par autrui, le camarade ou l'enseignant. Donc, à la dépose des poids et de la barre, si je puis dire, l'élève doit pouvoir émettre un jugement sur son effort et son ressenti musculaire et psychologique pour décider et choisir de la suite. Il y a aussi un souci organisationnel pour l'enseignant d'ailleurs. Il y a souvent beaucoup d'élèves, beaucoup d'ateliers, et donc ça lui demande d'être partout à la fois. Donc, cette autonomie à construire va être au départ peut-être un petit peu difficile, mais va générer pas mal de progrès ensuite chez les élèves. Il faut donc y passer forcément, à mon sens. Alors, comment ça va se produire au niveau du moteur pour cette autonomie? Eh bien, nous allons reprendre tout simplement la boucle d'apprentissage que nous avions vue tout à l'heure, qui était issue de la première partie de séquence d'apprentissage, et on va veiller à ce que les élèves puissent progressivement s'émanciper des feedbacks de l'enseignant et se corriger seuls ou ensemble au fil de l'expérimentation de ces boucles. Ainsi, ils s'analysent, ils se comparent, ils discutent et ensuite ils essaient de réguler. C'est sur cette boucle qu'on peut voir s'il y a une diminution de la sollicitation de l'enseignant, et c'est une façon, comme une autre, d'évaluer, même si c'est juste au niveau du ressenti professionnel, d'évaluer si vos élèves deviennent de plus en plus autonomes. S'ils continuent de vous solliciter en permanence à la leçon 3, 4, 5, 6, 7, c'est qu'il y a un souci dans cette construction. Évidemment, il faut que cette autonomie soit valable, faut qu'il y ait progrès moteur, sinon c'est une autonomie à vide. Il faut donc qu'il y ait progrès moteur. Alors, pour enchaîner sur l'autonomie, la phase suivante, c'est de construire un effort. On l'avait vu tout à l'heure dans la présentation de la séquence. Évaluer l'autonomie des élèves, c'est évaluer cette capacité à se saisir des critères d'observation qui vont permettre d'interpréter son effort et d'en déduire une action suivante, que ce soit un changement de charge ou de paramètres. Là, je vous ai mis quelques paramètres. Il y a le ralentissement de l'exécution en fin de 4e série ou en fin de série en général, surtout dans les dernières séries. La respiration qui change, des tremblements et de la rougeur ou de la respiration ou de la transpiration qui peuvent apparaître au fil de l'effort. Alors, comment ceci va se traduire? Comment l'élève va pouvoir manipuler cela? Eh bien, en s'observant
et en créant, j'allais dire, un pont, une concordance avec l'effort qu'il est en train de produire. Là, je vous montre quelques élèves. Ils sont en toute dernière répétition de dernière série. Et on voit que là, il n'y a quasiment aucun ralentissement. J'ai mis exécution assez propre, mais formelle. L'élève fait ce que j'appelle une chorégraphie avec haltère. C'est-à-dire qu'il répète quelque chose, mais il n'y a aucun effort dans cette répétition. Ici, l'élève va s'arrêter prématurément, estimant qu'il ne peut pas faire plus, alors qu'on voit qu'il n'y a aucun ralentissement. Et ici, on voit un premier début d'autonomie dans l'exécution et dans la recherche d'un effort, car vous allez voir que cette dernière répétition va être vraiment très ralentie. C'est le signe que l'effort commence à être extrêmement difficile pour l'élève. Et enfin, un élève plus avancé, qui montre qu'il a construit une autonomie dans le ressenti et qui sait jusqu'où il peut pousser son effort jusqu'à ces ralentissements très visibles. Ce n'est pas du slow motion, hein, c'est la réalité, il ralentit énormément et viser la répétition ultime qui le pousse dans la zone d'effort attendue. Donc, on voit bien comment les élèves deviennent autonomes. Ils passent d'une simple répétition d'effort, une chorégraphie avec haltère sans aucun effort, à une entrée dans l'effort par la justesse du mouvement, ce qui n'est pas la même chose. Ça devient assez simple ici pour eux d'analyser cela, car ils manipulent les critères. Ensuite, ils se positionnent sur la grille d'observation par rapport à cet effort. Et on obtient donc le premier élève assez formel qui n'a constaté que des rougeurs suite à son effort, et cet élève qui a constaté de la transpiration, une respiration qui s'est accentuée et un ralentissement et des pauses très visibles suite à son effort. Ici, ça devient donc assez explicite pour les élèves en termes d'évaluation. Ils voient clairement ce qui leur manque pour dire que cet effort est réel. On peut continuer avec cette autonomie à travers le ressenti, qui est une complémentarité d'autonomie par rapport à la gestion de cet effort. Ici, le ressenti est positionné par les élèves par rapport à cette grille que vous avez en plus gros là. L'élève positionne son ressenti, guidé par l'enseignant au départ, ensuite de façon autonome, et il justifie ou pas de la charge et des paramètres qu'il a employés par rapport à ce positionnement. On voit qu'ici, l'élève est à 4 sur 5, est à 4, il est donc dans la bonne zone d'après lui. Il participe donc, il y a une dimension participative à sa propre progression et à sa propre construction de projet. Elle n'est pas dictée de l'extérieur, elle est donc bien preuve d'une autonomie. Enfin, il y a un autre espace d'autonomie que l'on peut détecter avec ces élèves, c'est au fil de la série. J'appelle ça au fil des séries. Vous le verrez sur la vidéo lorsque vous téléchargerez le document. Les élèves peuvent décider entre les séries s'ils sont dans la bonne zone. C'est-à-dire qu'à la première série, il doit être assez facile, la seconde un peu difficile. Donc si l'élève arrive à la série 2 et qu'il estime que finalement, il n'avait pas d'autre possibilité de faire des répétitions supplémentaires s'il n'avait pas posé la barre, c'est donc qu'il n'est pas au bon endroit. Ici, il peut construire son autonomie en interprétant au mieux cette grille et justifier ou non d'un changement de charge ici. Je vous fais la démonstration rapide de cela. Cet élève était à 25 kg. Il n'avait fait que 17 répétitions à la série 2. Il s'est donc dit trop en difficulté et pas sur la grille en question. Il a donc baissé la charge à 15 kg et il a fini ses répétitions comme convenu. Cependant, il a vu qu'il n'avait observé qu'un critère parmi les 5 possibles. C'était le ralentissement. Il a donc décidé de modifier la charge et de passer à 20 kg la semaine suivante. Et c'est ce qu'il va faire ici. Donc, comment peut-on évaluer l'autonomie des élèves? Eh bien, c'est simple, le constat, il est ici. On voit au fil des séances, comment ils progressent. Il fait une première série, 4 séries, il est sur le niveau 3, il n'a que de la rougeur, il modifie la charge. C'est l'élève qui le fait tout seul, ça. On est en fin de séquence maintenant. Il construit son projet là. On est dans l'étape d'après. Il revient 15 jours plus tard, il effectue 10 répétitions à chaque, 9 à la dernière, parce qu'il était en difficulté. Il a ralenti, respiré fort et il a rougi une fois de plus. Il ne modifie pas la charge car il estime qu'il est en plein effort et il conservera 65 kg. Ainsi, vous avez un deuxième exemple que vous pourrez consulter. Ainsi, par l'appropriation des éléments d'observation sur une grille simple manipulée par les élèves, par la capacité à observer ou confirmer l'intensité de l'effort, par la capacité à moduler la charge dans la série si besoin et à situer son ressenti, l'élève, par les mêmes termes que l'enseignant sur l'objet de suivi acquis, il est capable de se positionner dans toutes ces zones qui concernent ce qu'il vient de faire, avec les mêmes termes. Alors, le point fort de cela, c'est qu'il y a une appropriation active des contenus progressifs qui ne noient pas l'élève. Le point faible, c'est que les régulations et les erreurs sont assez nombreuses en début de séquence parce que les élèves sont mis en sécurité, mais ils sont sur des ateliers de façon séparée, donc l'enseignant ne peut pas être partout, mais au fur et à mesure de la séquence, ça progresse.
Voilà pour l'autonomie au lycée. Merci Grégory. On va passer maintenant à la dernière question. Si les programmes nous invitent à renforcer les apprentissages collaboratifs, reste à savoir comment on les évalue. Et c'est ce que vont tenter de faire Joël et Vincent, répondre à cette question pour la partie collège. Alors, une troisième question. Comment peut-on évaluer les apprentissages collaboratifs ? Déjà, de quoi parle-t-on ? On s'est posé la question avec Vincent et nous en sommes arrivés à nous positionner sur la possibilité pour l'enseignant d'évaluer l'acte d'apprentissage collaboratif, donc qui revêt un enjeu citoyen. On est donc dans le cas de l'élève qui s'entraîne avec un ou des partenaires pour progresser et ou pour les faire progresser. Et on le distingue d'évaluer l'impact de cette collaboration dans la motricité et qui débouche sur finalement ce qu'on pourrait appeler la performance collective. On est là sur un enjeu d'apprentissage et ensuite un enjeu de production de performance collective. Alors, un petit souci. Mais je vais poursuivre, c'est pas grave, en attendant que l'image revienne. Donc le problème professionnel, il apparaîtra après, mais le problème professionnel qui nous semble récurrent dans cette thématique des apprentissages collaboratifs, c'est finalement la difficulté de l'enseignant à évaluer des apprentissages qui soient collaboratifs tout en restant équitables vis-à-vis de chacun des élèves. Et par là même, comment est-ce qu'on arrive à identifier l'individuel du collectif, et en particulier dans les activités du champ 4, les sports collectifs, qui sont souvent problématiques en termes d'évaluation chez les collègues. Alors, souvent, les formes scolaires de pratique que l'on conçoit, elles mettent en jeu des intentions éducatives qui échappent en fait aux élèves, puisque ce qui mobilise l'élève, c'est le résultat de la rencontre. Ce qui mobilise l'élève, c'est le gain ou la perte lorsqu'on est dans l'opposition. Et ce résultat de la rencontre, il cristallise parfois un équilibre délicat entre la responsabilité collective dans cette recherche du gain et en même temps la contribution individuelle. On est là dans le cas spécifique, on l'a tous vécu, de l'élève plutôt performant qui va subir en quelque sorte un collectif défaillant, ou bien au contraire de l'élève plutôt fragile d'un point de vue moteur qui lui va bénéficier d'un collectif flamboyant. Donc en quoi et comment l'évaluation va pouvoir justement permettre aux élèves d'être évalués d'un point de vue individuel et collaboratif tout en restant équitable et fiable et juste. Notre postulat il est le suivant. Le fondement d'une évaluation équitable repose, selon nous, sur la conception, la structure, l'architecture de la forme scolaire de pratique et la forme de jeu qu'elle organise. L'enjeu du travailler ensemble, du travailler avec et pour les autres, pour être viable, doit permettre à l'élève le plus fragile d'être mis en valeur par le collectif, sans pour autant que celui qui dispose d'un niveau de motricité supérieur ne se sente lésé. On a considéré que la notion d'équité, elle valait dans les deux sens. Alors, piste de réponse possible à cette difficulté d'évaluer le collectif et l'individuel, eh bien, c'est de concevoir des formes scolaires de pratique dont l'organisation implique nécessairement une collaboration entre les élèves. Et je vais laisser Vincent vous montrer sur quel levier on va pouvoir jouer pour faire ces formes de pratique. Donc, on a réfléchi avec Joël sur les quelques leviers que nous mobilisons pour construire ces formes scolaires de pratique qui incitent des pratiques collaboratives. Donc, on envisage des formes scolaires de pratique qui sollicitent le travail de partenariat d'entraînement, des formes scolaires de pratique qui limitent le nombre de joueurs, ce qui entraîne forcément le soutien absolu puisque personne ne peut se cacher l'un derrière l'autre si on est en nombre limité dans une équipe, créer de l'interdépendance positive à travers indirect ou direct au sein d'une forme scolaire de pratique, jouer sur la marque, les règles, le dispositif, voire adapter les pouvoirs moteurs des élèves pour rétablir une forme d'équité au sein des équipes pour qu'il y ait une équité au niveau des ressources et enfin éventuellement induire de la suppléance. L'exemple qu'on va vous proposer sont des exemples qui vont mobiliser un ou deux de ces leviers. Le premier exemple qui se situe ici, c'est l'utilisation du bloqué relancé ou de la passe canadienne pour certains, on va dire plutôt le bloqué relancé, où les élèves ayant des chasubles différents, les chasubles noirs ont la possibilité de bloquer relancer en première et en deuxième touche de balle, tandis que les chasubles orange et rouge
ne le mobilise seulement pour une première touche ou pour une deuxième touche. L'acquisition visée prioritaire est l'attaque en contexte favorable de marque. Là, une deuxième situation qui permet, entre guillemets, de favoriser l'interdépendance positive, on est sur de la lutte relais, la lutte catch. Les élèves vont avoir un score cumulé sur les points marqués à 2. Ils se relaient quand ils veulent, et donc les élèves vont vraiment avoir un rôle de partenaire. Il va y avoir une dilution de la responsabilité de la victoire et de la défaite entre les deux. Mais c'est bien les scores collectifs qui comptent. Le score individuel sera révélé ensuite dans la fiche. Une autre piste de réponse possible. Alors, une autre piste de réponse possible à cette difficulté professionnelle de pouvoir évaluer le collectif et l'individuel, nous pensons que l'évaluation collective doit être la plus révélatrice possible du niveau de performance individuelle. Alors ça, c'est assez facilitant lorsque, par exemple, en sport collectif, les équipes sont constituées par niveau de compétence. Seulement, on le sait, ces modes de groupement ne permettent pas aux élèves les plus fragiles d'être performants, alors qu'à contrario, elles favorisent grandement la performance collective des élèves qui sont techniquement plus avancés ou qui disposent d'un niveau de ressources supérieur. Alors, pour éviter toute sensation d'inéquité chez les élèves, et a fortiori lorsque les équipes sont hétérogènes en leur sein, on se doit d'assurer 2 points de vigilance. Le premier, il s'agira d'assurer à chaque collectif les mêmes chances de l'emporter. Donc, on est sur assurer les conditions de l'équité de l'évaluation au regard de la classe. Pour cela, nous programmons des séquences d'enseignement suffisamment longues pour pouvoir brasser les élèves afin de stabiliser des collectifs qui soient stables et de garantir ainsi une équité à chaque équipe de pouvoir l'emporter. Le deuxième degré de niveau de vigilance que nous avons, il concerne l'équité au sein même du collectif, à l'intérieur de l'équipe. Et pour ça, nous savons très bien que le volume de contribution de chaque élève va différer en fonction du niveau de ressources à la contribution de la performance collective. C'est pourquoi nous choisissons de conserver une évaluation lucide sur le volume de contribution de chaque élève à la performance collective. C'est la raison pour laquelle évaluation individuelle et collective, nous pensons qu'elles sont nécessairement complémentaires. Elles peuvent l'être, selon nous, de 2 façons. Soit de façon, on va dire, schématiquement classique, associée. On associe une évaluation individuelle à une évaluation collective, on les superpose. Soit elles sont combinées, et là, on a une véritable interdépendance de l'une et l'autre, puisque la production de la performance individuelle et collective vont être intimement liées. Donc, je vais laisser Vincent illustrer cette évaluation individuelle et collective combinée à travers une proposition en circuit training. Alors, nous allons vous faire une proposition de forme scolaire de pratique en circuit training. On est bien dans le champ 1. Je tiens à le rappeler. Les élèves vont avoir 2 acquisitions à viser. Une acquisition collective qui renvoie à la FC1 et une acquisition qui renvoie à la FC2 qui est plus liée à la qualité des mouvements dans un engagement de ressources optimales. La performance collective, la performance individuelle va dépendre, elle, de la performance collective initiale. On va le voir à la fin dans la fiche score qu'on propose à nos élèves qui leur permet de se situer. L'idée, c'est qu'il faut à chaque fois que les élèves puissent s'engager pleinement pour obtenir une performance maximale. Le dispositif est le suivant. C'est un workout of the day, un 4 times, c'est-à-dire que les élèves doivent faire le temps le plus rapide possible. Ils ont un enchaînement d'exercices à faire qu'ils font à 2. Ils peuvent se relayer quand ils veulent. Les tâches sont un certain nombre de répétitions pour chacun des exercices. Ils ont 100 sauts à la corde, 80 squats, on ne le verra pas après, mais 60 male ball stow et 60 push-ups, ou 40 push-ups, je ne me souviens plus exactement. Ils sont jugés par des élèves. Ici, vous avez une fiche sur laquelle les élèves choisissent individuellement leur niveau d'exécution. Ici, vous avez la fiche qui permet de situer le niveau de l'équipe, parce qu'il faudra pouvoir compenser. Cette grille permet à l'élève de se situer d'un point de vue collectif, et celle-ci de se situer d'un point de vue individuel. Mais nous allons le voir dans la fiche score que nous proposons aux élèves, comment ça se manipule. Ici, nous faisons l'addition des niveaux d'exercice choisis par chacun des élèves pour obtenir ce qu'on pourrait appeler le score team, qui définit le niveau de l'équipe. Le niveau de l'équipe ici est inter et permet ensuite de produire ce qu'on appelle, nous, une performance compensée collective. Ils réalisent un temps parmi l'ensemble de la classe, mais au regard du niveau de lequel ils sont, la performance sera différente et donc compensée collective. Par contre, comme on doit mobiliser ces ressources dans un engagement optimal, on reporte cette note collective
pour déterminer la maîtrise individuelle au regard de l'attendu de la FC2 pour voir si les élèves conservent une certaine qualité d'un point de vue de la sécurité et de l'engagement moteur. Et on la vérifie au regard, cette fois-ci, d'un deuxième axe qui est le nombre de no-rep, donc de mauvaises répétitions exécutées pendant les exercices. Ainsi, les élèves peuvent se situer individuellement et collectivement sur cette forme scolaire de pratique. Merci pour votre écoute. Merci Vincent, merci Joël. Grégory, à toi pour cette dernière question. Alors, sur cette question des apprentissages collaboratifs au lycée en musculation, je vais commencer par une définition, même si j'ai un petit peu triché, hein, puisque c'était surtout coopératif à ce sujet, dans l'ouvrage en question Interaction et apprentissage. C'est le fait d'agir ensemble pour atteindre un but commun, mais aussi l'action de s'entraider, d'observer et de conseiller ses pairs, de construire ensemble un projet d'action. Je trouve que ça se prête très bien à la situation, c'est pour ça que j'ai utilisé cette citation en la dérivant un petit peu. De plus, c'est aussi une forme d'obligation en musculation, puisque la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement important et on ne peut pas pratiquer seul en théorie la musculation. C'est fortement déconseillé car très dangereux en cas de défaillance au moment de l'exécution motrice. Et donc, c'est important de les faire pratiquer cette activité aux élèves de façon collective pour qu'ils prennent des habitudes de pratique collective afin de se mettre en sécurité les uns les autres. Alors, on peut évaluer les apprentissages collaboratifs par la mise en sécurité de son partenaire, justement, et la capacité à le corriger en direct ou après visualisation, comme ici ou là. Alors, comment peut-on le faire? On peut le faire sur un atelier noté. Moi, je procède de cette façon-là. Ce groupe de 3, parce que généralement, ils sont 3. Là, on ne voit pas le troisième, souvent ici, mais là, on les voit bien, 3. Ce groupe de 3 passera 3 fois dans la séquence et sera noté sur chacune des positions qu'il peut occuper, l'observateur, la parade, et évidemment le pratiquant qu'on appelle aussi parfois le forceur. Donc, je crée des ateliers spécifiques et je fais passer les élèves par groupe pour voir s'ils se mettent en sécurité et s'ils se corrigent les uns les autres. On peut ensuite les positionner sur la grille de la FL3, qui elle-même est en rapport direct avec ce coaching et cette sécurité en musculation. Les élèves ont pour objectif, dans une première séquence, de se situer au maximum ici, et dans une seconde séquence, ici. Alors, comment peut-on encore une fois évaluer les apprentissages collaboratifs? On peut le faire par rapport au ressenti dont on discutait tout à l'heure. Il s'agit de créer des instants de prise de décision collective par rapport à divers moments que nous avons vus tout à l'heure. Après S2, pour savoir si je continue sur cette charge, et à la fin de S4, pour savoir ce que je ferai à la leçon suivante. Ainsi, en créant des espaces de discussion contrôlés par l'enseignant dans un premier temps, on arrive à faire émerger chez les élèves des solutions collectivement, et ils apprennent ainsi au fil du temps, ça ne se fait pas en un instant, à se dépasser les uns les autres, à se pousser les uns les autres à se dépasser, et à croiser donc la difficulté perçue par le pratiquant à la difficulté externe perçue par ceux qui observent ou qui corrigent, au regard des observables. Donc, le moment de concertation est ici, au moment de modifier la charge, et le moment de concertation est ici, au moment de choisir la nouvelle charge. Mais c'est surtout, en fait, le jour J que je trouve que l'organisation collective, les apprentissages collaboratifs deviennent les plus visibles, même si on sait qu'on évalue la FL2 et la FL3 au fil de la séquence. Je trouve que c'est le jour J qu'ils deviennent le plus visibles. Car on peut décider de faire, entre guillemets, remplir la séance des élèves collectivement, que chacun soit le garant du bon remplissage de la séance de l'autre. Donc, un contrôle du partenaire de cette fameuse séance. On peut également noter les élèves collectivement sur la sécurité qu'ils auront mis en place au cours de ces ateliers. On peut également noter les élèves collectivement sur la façon dont ils se sont organisés au cours des rotations, du chronométrage. Et dans des séquences plus avancées, au niveau d'une deuxième séquence, on peut noter le coaching, la précision du coaching, la qualité, non pas seulement la quantité, et les conseils qui sont formulés justement après S2 par rapport au rituel installé. On peut donc noter les apprentissages collaboratifs à travers ces fameux rituels installés, car les élèves qui se connaissent bien, généralement, ressentent, lorsqu'il part un camarade, si à la série 2, il est en mesure de poursuivre sur la même charge, ou s'il est plus fatigué que d'habitude, ou plus en forme. Généralement, quand on se connaît bien, on y arrive.
Par conséquent, évaluer les apprentissages collaboratifs, c'est évaluer des rituels d'organisation contribuant à la bonne réussite et à la sécurité. C'est évaluer la capacité à se corriger et c'est évaluer le soutien donné et le coaching que les élèves se donnent. Et ça permet ensuite, pour revenir encore à la première question sur l'évaluation, de créer une lisibilité et quelque chose d'explicite sur le placement des élèves par rapport à ces rôles sociaux. Alors, les points forts de cela, c'est que la collaboration est souvent assez productive avec les élèves. Elle est dynamisante, parce qu'on n'est pas seul face à ces problèmes. Elle contribue au vivre ensemble et elle contribue à une forme de solidarité sur la sécurité, sur l'organisation et sur la façon qu'on a de se pousser les uns les autres. Les points faibles, si on peut dire, c'est que ce n'est pas toujours bien quantifiable. Savoir combien de fois un élève a parlé, est-ce qu'il a parlé de façon qualitative, même s'il a parlé beaucoup, ou est-ce qu'un élève qui parle moins mais qui dit les bonnes choses doit être mieux noté. Il faut beaucoup anticiper ces moments d'évaluation. Il faut avoir un peu les yeux partout et il faut savoir gérer l'hétérogénéité des trinômes qui pratiquent ensemble lorsqu'ils sont en groupe d'affinité, ce qui est souvent le cas en musculation. Donc, on n'est pas sur les mêmes rapports de qualité motrice par moment. Même si là, évidemment, la charge est autoréférencée et n'est pas en valeur absolue. Elle ne dépend pas, enfin, la note ne dépend jamais de la charge soulevée, elle dépend de l'effort par rapport à soi. Voilà pour le lycée au niveau des apprentissages collaboratifs en musculation. Très bien, alors nous allons enchaîner maintenant avec une partie un petit peu plus interactive où nous allons tenter de répondre à vos questions. Donc on en a récolté quelques-unes sur le chat privé, donc n'hésitez pas à les envoyer et de manière publique à ce que tout le monde puisse participer à vos questions. Alors nous allons procéder peut-être par ordre et quelques questions nous sont arrivées pour vous Véronique. Donc nous allons commencer avec une première question qui nous a été posée. Concernant l'esprit dans lequel les nouveaux programmes ont été écrits. Et donc la question était relative à cette cohérence nationale. Donc comment dans l'esprit d'écriture des nouveaux programmes, on peut retrouver cette cohérence nationale tout en garantissant l'équité territoriale dont vous avez parlé dans votre intervention. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ouais. Oui. Moi, je ne me vois pas, alors je ne sais pas si vous me voyez, bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein, vous n'avez pas ça. Écoutez, moi, entre cohérence territoriale et cohérence nationale et justement et les choix territoriaux qui seront faits, c'est vraiment l'objet de la diapo où je vous mets. Alors, je ne sais pas si je peux la remettre à l'écran, mais il y a effectivement des garde-fous qui ont été donnés. Pour moi, les garde-fous, ce sont les référentiels par champ d'apprentissage et c'est l'organisation générale de la certification, c'est-à-dire qu'on passe par 3 champs, etc. C'est important parce que c'est pas anodin, ça, de passer par 3 champs. Hein. Donc ça, c'est l'indication nationale. Et après, la déclinaison locale par la constitution des référentiels par établissement, elle garantit cette équité parce qu'elle est validée à un moment par la commission académique. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont descendantes et comme la commission académique va valider parce que le référentiel qui est proposé va se calquer sur le référentiel du champ d'apprentissage, eh bien, on peut estimer qu'en tout cas, les attendus de fin de lycée, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est pas tellement, je veux dire, qu'est-ce que nous apportait le référentiel par APSA? Il nous disait, il faut que vous soyez en 4-4 en volet, qu'il faut que vous ayez des temps, des sets de 21 points, etc. en volet, d'ailleurs, je crois. Je ne les ai pas révisés. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui se passait en fait en général? D'abord, il y a des établissements, on le sait, qui contournaient ça parce qu'il y a des moments où c'est plus intelligent, où c'est plus malin d'évaluer en 3 contre 3 selon d'autres formats, parce que l'important, c'est que cette situation permette de révéler le plus haut niveau de compétence des élèves. C'est ça qu'on veut savoir, c'est-à-dire quel est le niveau des attendus de fin de lycée. Et qui mieux que les équipes pour construire ces éléments-là, il nous semble en tout cas que
que cette équité territoriale, si ce n'est qu'il n'y a plus de, comment dire, d'imposition et de régulation en amont par le référentiel par APSA, mais il y a des régulations toujours en aval et en aller-retour par la validation des référentiels et par la commission académique. Voilà. Donc après, moi je pense qu'il faut attendre de savoir ce que ça va donner, parce que pour le moment, on raisonne beaucoup sur de la théorie et malheureusement, cette année ne va pas nous permettre de voir exactement ce que ça va produire. C'est dommage. Voilà. Merci. Merci pour cette réponse. Alors, je rebondis sur votre réponse. Vous avez dit le fait qu'il y ait 3 champs d'apprentissage dans le cadrage des nouveaux programmes, ce n'est pas anodin. Et on a pu observer dans les 50 dernières années, comme vous l'avez retracé dans votre intervention, que ce cadrage des programmes, en fait, transforme les pratiques professionnelles. Selon vous, vers quelle transformation ces nouveaux programmes vont nous amener avec le cadrage qu'ils imposent? Ah ben, là, pour le coup, on reprend ce qui vient d'être dit. Hein, c'est-à-dire, l'idée générale, c'est quand même de construire notre lycéen qui va être en capacité, en effet, de faire des choix, de savoir s'entraîner, de se projeter sur son avenir professionnel, voilà, en connaissance de cause sur ça. D'ailleurs, la création de l'enseignement de spécialité va dans ce sens. Il y a quand même beaucoup d'éléments et nous, ce qu'on espère avec cette certification, donc avec les 3 champs, je vous ai dit, nous, ce qui nous importe, c'est que le pratiquant qui sorte de nos 1000 heures de PS soit un pratiquant autonome, pour revenir à la discussion précédente, polyvalent. On n'a pas besoin tellement donc il faut qu'il sache se prendre en charge et qu'il sache s'entraîner et qu'il sache collaborer. Pour nous, c'est ça l'enjeu, hein, c'est-à-dire et capable de faire des choix. Et il nous semble qu'à la fois dans les programmes et à la fois dans la certification, ces éléments-là arrivent, enfin, permettent de construire ce pratiquant autonome et réflexif et qui puisse faire des choix. Donc voilà, ça c'est très clair. En fait, on espère, on mise, et encore une fois, quand on le met comme ça sur le papier, ça fait que, je dirais, un quart du chemin. Hein. Le chemin, c'est le prof qui va les faire. C'est la façon dont ils vont s'approprier ces textes et qui vont en faire le faire vivre aux élèves. C'est-à-dire, est-ce qu'en fin de compte, on a créé un observatoire pour le programme collège. Vous voyez, parce que par rapport à tout ce qui a été mis en évidence par rapport au socle commun, et on s'est demandé si vraiment l'apparition du socle et ces nouveaux programmes faisaient bouger le PS. C'est-à-dire, on est allé vraiment voir des séances, des leçons, sur 7 académies où on a 7 IPR qui font partie de cet observatoire. Et alors évidemment, c'est long. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout rien. C'est pas l'année d'après où on voit, où on voit des modifications, mais on sent là qu'il apparaît des petites prémices sur justement toute la partie réflexive, sur les apprentissages collaboratifs qu'on vient de voir, sur les apprentissages sociaux. Et ça commence à vraiment se percevoir. Voilà. Maintenant, on verra avec les programmes lycées ce qu'ils produisent. La certification, en espérant, comme la certification quand même s'appuie vraiment sur les attendus de fin de lycée. Donc il n'y a pas on devrait normalement constater ces évolutions, je l'espère, grâce à la certification, mais pas que. Il y a une autre. Alors, nous allons passer maintenant de cette évaluation en fin de parcours de formation, la certification, à une évaluation qui se fait plus sur le parcours, et en commençant par cette première étape du parcours, à laquelle vous avez tenté de répondre, Vincent et Joël. Vous parlez d'évolution, ça revient régulièrement dans votre intervention, et vous nous parlez beaucoup donc, de vos élèves de 5e, si j'ai bien retenu. Mais qu'est-ce qui vous garantit finalement la fiabilité des critères et des indicateurs qu'ils manipulent, parce qu'ils sont encore très jeunes? C'est une question qui nous est revenue. Voilà.
comment vous pouvez vous assurer de cette fiabilité des critères? Alors, l'idée de la dévolution, comme on a pu le faire remarquer, c'est qu'on va faire manipuler les élèves, on va faire manipuler à nos élèves les critères le plus possible pendant l'ensemble des séquences. Ce qui fait qu'ils vont presque devenir en toute modestie, des experts de la manipulation de ces critères, puisqu'ils vont être amenés, que ce soit pendant les situations d'apprentissage ou la forme scolaire de pratique, à les manipuler, à les observer et à constater leur progrès au regard de ces critères. Ça, c'est un premier point qui nous garantit, entre guillemets, une forme de fiabilité, en tous les cas, de leur regard. Après, c'est vrai qu'on peut être amené, un élève malin, entre guillemets, pourrait se dire, bon, bah, je vais trafiquer l'observation de mon camarade en bonne et due forme, et notamment en sport co, se dire, bon, bah, je vais lui mettre plein d'actions positives, des bancos, des super points, des 100 points. On est d'accord au départ. C'est pourquoi il nous a fallu réfléchir sur une modalité qui permettait de garantir la fiabilité du score. Alors, nous, on s'est dit qu'au-delà du score brut, de la victoire ou de la défaite, vous avez bien vu qu'on utilisait le score pour révéler ou être un amplificateur d'action de l'élève, on va prendre par exemple le goal average. C'est-à-dire que l'élève doit mettre, pour reprendre l'expression d'Anula, mettre une rousse à l'autre pour qu'il puisse bénéficier du score parlant. Plus il met un écart à son camarade, plus ce score parlant est bonifié. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'intention de détournement, de biais, entre guillemets, de notre évaluation. Ça, c'est se fait avec les élèves. On ne le fait pas tout le temps parce que plus on multiplie les critères, c'est-à-dire on met goal average, notre critère, et ainsi de suite, plus on multiplie les critères, plus on perd l'élève. Et on revient à de la complexité nous, on essaye d'évacuer. Donc, pour éviter toute complaisance de leur part, effectivement, on essaye de trouver des moyens ou des subterfuges qui nous amènent à avoir une fiabilité du score. Pour compléter ce que dit Vincent, manipuler ces outils pour que les élèves puissent se repérer, pour éviter l'écueil de la manipulation, on va dire, qui soit maladroite ou inefficace des élèves, on programme des séquences d'apprentissage qui soient suffisamment longues pour qu'ils aient le temps de se les approprier, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui nous garantit que les élèves manipulent ces indicateurs efficacement? Au début, rien. Et ils se trompent. Et on leur donne l'occasion de se tromper parce que sur une séquence d'apprentissage en 6e avec 14 leçons dans une activité, dans une forme scolaire de pratique, on peut garantir qu'ils vont, en manipulant ces critères et en assurant une récurrence de ces critères, qu'ils les manipulent de mieux en mieux. Ça, c'est d'un point de vue technique. Mais après, comme le disait Vincent, d'un point de vue, on va dire, citoyen, pour éviter toute collusion entre les élèves qui ont bien compris que le prof attendait des indicateurs de performance collective en très bonne maîtrise, eh bien, il y a des subterfuges, ce genre de dispositif. Et c'est finalement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la conception de la forme scolaire de pratique, son architecture qui doit obligatoirement, nécessairement, mettre en place une dévolution des rôles qui fait que sans cette dévolution des rôles et sans la manipulation de ces indicateurs, il n'y a pas de jeu. C'est pas possible. Voilà. Donc on va dire, l'espèce de garde-fou qu'on essaie de mettre en place sur ce problème-là de la dévolution. Okay. Donc effectivement, le fait qu'il manipule beaucoup les critères, c'est vraiment une condition que vous mettez en place à cette appropriation des critères. Est-ce que dans cette notion de boucle d'apprentissage, Grégory, dans ce que tu nous proposes, on retrouve cette récurrence, parce que cette histoire de boucle, ça consiste à revenir régulièrement sur les mêmes indicateurs. Est-ce que tu pourrais nous préciser ça? Oui, alors en musculation, on utilise, comme on le dit la plupart du temps, l'enseignement spiralaire. La boucle d'apprentissage, elle est là pour se perfectionner au fil du temps. Et c'est le moyen, puisqu'on dit que plus on place un élève dans une situation de référence, plus il progresse s'il a les bons outils, s'il a le bon retour sur lui-même, s'il a le bon engagement, évidemment. Donc, en faisant répéter cette boucle et en décalant au sein de cette même boucle les objets d'enseignement que je vais y mettre, on arrive au fur et à mesure à faire acquérir à l'élève une forme d'expertise, comme le disait Vincent. Il arrive par conséquent à être, entre guillemets, maître de ce qui se passe et il glisse doucement mais sûrement vers une évaluation plus formatrice, dans le sens où je l'entends, en étant le propre guide, le propre réalisateur, si je puis dire, de cette boucle d'apprentissage dans laquelle il passe de rôle en rôle. Donc pour moi, à mon sens, il faut absolument que l'élève puisse expérimenter et manipuler
vraiment énormément ces critères, ce vécu, mais il faut à chaque fois qu'il ait un retour sur ce qu'il a fait pour savoir ce qu'il a à améliorer. Ok. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous poser des questions dans le chat pour qu'on puisse les récolter et tenter d'y répondre. Donc là, on a quelques questions sur la deuxième partie de votre intervention. Comment peut-on évaluer le niveau d'autonomie de vos élèves? Joël et Vincent, vous nous avez parlé d'autonomie scolaire et d'autonomie dans l'APSA. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par autonomie dans l'APSA et préciser ce que vous entendez par L'autonomie scolaire, on l'a dit, elle renverrait finalement au savoir apprendre et nous, on l'utilise directement en lien avec les enjeux éducatifs de notre projet d'EPS qui est d'amener les élèves à travailler avec et pour les autres dans le souci permanent de la collaboration. Les élèves sont évalués également dans des rôles qui ne sont pas directement, qui n'appartiennent pas explicitement à la pratique, mais qui est le rôle de l'élève qui s'entraîne pour pouvoir progresser et faire progresser les autres. L'élève a à y gagner parce que s'il permet à ses camarades, à plusieurs camarades de franchir des paliers, il s'en trouve valorisé. Donc ça, c'est sur cette comment dirais-je, autonomie dans le travail. Après, dans la pratique, eh bien, on avait parlé avec Vincent de deux formes d'autonomie, celle qui consiste à pratiquer en toute sécurité, et c'est souvent celle à laquelle on pense prioritairement, en fait, lorsqu'on évalue les élèves, est-ce qu'ils sont autonomes, s'ils savent s'échauffer. Et puis, ce qui nous a intéressé, mobilisé, c'est cette autonomie à pouvoir faire des choix qui soient lucides et judicieux pour être efficaces dans l'activité. Et cette autonomie à pouvoir décider efficacement dans l'action, elle se construit évidemment en organisant la possibilité à l'élève de choisir à partir d'armes dont il va disposer progressivement au cours de la séquence. Il faut créer la possibilité de l'alternative de choix chez l'élève. J'ai envie de rajouter que le collège est une étape vers le Graal qu'on cherche à obtenir pour un lycéen plus tard, c'est-à-dire qu'il puisse éventuellement pratiquer de façon autonome et s'entraîner de façon autonome. Donc on lui donne, entre guillemets, des outils en collège qui va lui permettre de construire sa pratique individuelle à travers la sécurité, à travers des éléments techniques et des éléments même de méthodologie. Et au lycée, à travers l'attendu de fin de cycle du lycée numéro 2, on est plus sur savoir pratiquer et savoir s'entraîner de façon réfléchie, réflexive et autonome. Et donc on va, entre guillemets, constituer une phase supplémentaire. On va attendre une phase supplémentaire au lycée de cette pratique liée à l'APSA, en tous les cas. Ok, merci pour ces précisions. Donc, on voit à travers l'illustration de Grégory qu'il essaie d'atteindre ce Graal dont tu parles, grâce à ces outils et ces méthodes que tu mets en place. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer comment la fiche de l'élève, qui est vraiment importante là, dans ton illustration, comment elle permet d'évaluer l'autonomie? Je peux vous l'expliquer, si je peux utiliser à nouveau le tableau, rapidement. Je vais peut-être prendre le micro. Voilà. Alors, très rapidement, on va essayer de voir ici. Je suppose que Johan, on voit là. Donc ici, on voit bien l'évolution de l'élève. En fait, l'autonomie, c'est quelque chose d'assez volatile, éthéré. C'est dans tous les préambules de programme, mais c'est très difficile de mettre un mot dessus ou de le pointer du doigt lorsque les élèves sont en action. Mais on a quand même des indicateurs assez fiables qui nous permettent de gérer cette autonomie, ou en tout cas de la trouver. Regardez par exemple ici, ce qui me permet a posteriori d'une séance de dire que l'élève est autonome. On voit bien l'évolution des charges en fonction de son ressenti. Par exemple, à la première séance, ils sont censés faire des cercles. Il est à 2, 2. À la séance numéro 2, ils font des croix. La croix est ici, il est à 3, 3. Et à la séance numéro 3, il hachure. Donc, il est à 4 et 4. Donc, déjà, on voit bien qu'il est allé progressivement crescendo chercher cette fameuse zone d'effort. Quand il était à 2, il n'a rien entouré. Donc, j'ai la preuve qu'ici, c'était en cohérence avec ce qui s'était passé pendant l'exercice moteur. Et donc, il était en train de commencer à comprendre comment il pouvait se juger lui-même. Donc, un petit peu autonome sur son analyse personnelle. À 3 et 3, il a observé un paramètre. Donc, il aurait pu en rester là, mais il décide par lui-même d'agir pour aller chercher une zone d'effort supplémentaire et
À la séance suivante, il passe à 4 et à 4 en ayant progressivement augmenté la charge, tout en conservant un temps de récupération identique. On voit bien toutes les étapes que l'élève a choisi de mettre en place et de mettre en œuvre. Et donc, c'est bien là la preuve d'une forme d'autonomie au moins collective et probablement individuelle, parce que parfois, il peut y avoir un leader dans l'équipe, dans le trinôme, qui indique plus facilement les choses. Voilà. Grégory qui nous arrive. Réponse courte. D'accord. Réponse courte. Grégory, l'illustration que tu nous proposes, elle s'adresse à des élèves de lycée général. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une démarche qui pourrait également être envisageable en lycée professionnel? Alors, je travaille dans un lycée général et technologique et professionnel, donc un lycée polyvalent. Donc, j'utilise souvent les mêmes choses avec les élèves de lycée professionnel, mais je ne les amène pas du tout de la même façon, évidemment. Déjà, nous avons 3 séquences en lycée professionnel. Nous avons choisi d'appuyer un peu plus fort au niveau du CA5, au niveau du lycée professionnel, pour s'assurer d'un temps suffisant d'apprentissage pour les contenus. Et on utilise surtout d'abord l'épuisement moteur, si je puis dire, on les met en sécurité bien sûr, avant la réflexion toujours. Donc on les emmène dans un épuisement moteur et on crée de façon plus forte le besoin de chercher une information avant de revenir sur ces éléments-là, qui sont quasiment les mêmes en format à peine simplifié. Chez nos élèves, la différence entre les deux publics en musculation n'est pas extrêmement forte. On arrive à faire à peu près la même chose sur un temps plus long et en utilisant une boucle d'apprentissage différente qui rentre par l'épuisement moteur, le plaisir d'agir avant de revenir à la réflexion. Voilà. Moi, j'ai envie de poser une question à Grégory, puisqu'il travaille en lycée. Véronique nous disait tout à l'heure que l'enseignant est de plus en plus concepteur au fil des 50 dernières années et on s'aperçoit que ce rôle de concepteur renforcé ne doit pas être toujours évident au sein d'une équipe quand on est plusieurs. Et voilà, j'aurais aimé que tu témoignes un petit peu de la façon, rapidement, la façon dont vous êtes saisi de ce challenge-là d'entre la conception et le travail d'équipe. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, si avant on avait un référentiel identique, il y avait quand même une part de subjectivité qui s'exprimait dans ce référentiel identique. Parce qu'au moment où on conceptualise un nouveau référentiel, eh bien, il y a quand même des différences notables entre les enseignants d'une même équipe qui pourtant parlent et discutent depuis des années parfois. Mais on a trouvé un terrain d'entente et c'est parfois sur des détails qu'on n'est pas d'accord, mais dans l'ensemble, ça va. Ça a demandé beaucoup de réunions, beaucoup de travail, beaucoup de mises à jour et des fois des retours sur les premières expériences qu'on avait vécues sur le terrain, notamment au lycée général, puisque c'est en place cette année. Il a fallu faire des retours pour savoir si l'année prochaine, on n'allait pas apporter des améliorations parce qu'on avait mis les choses peut-être un peu trop compliquées. Donc, il fallait collaborer énormément, juger de ce qui se passe sur le terrain et parfois apporter des corrections. Mais c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça, même quand on s'entend bien et qu'on collabore depuis longtemps ensemble, parce que sur certains détails, comme la motricité, les points accordés, qu'est-ce qu'on juge en tant que coach, c'est quand même très, très compliqué. Et comment se fait ce va-et-vient, justement, entre la feuille blanche qui se remplit au fil de l'eau avec les collègues? Est-ce qu'on se répartit le travail et puis on se dit, voilà, je vous soumets un document de martyr, ou est-ce qu'on avance ensemble? On a pratiqué les deux méthodes, mais la plupart du temps, 80% du temps, on est resté ensemble à regarder la même chose. On voulait discuter. Pour certains, il fallait que ce soit identifiable immédiatement parce qu'il y a des choses qui sont difficilement évaluables tout de suite. Donc, il faut les quantifier, il faut les qualifier. Et comment on fait? Est-ce qu'on passe son temps ensuite à évaluer, à regarder partout et on ne regarde plus du tout ce que font nos élèves? On est des évaluateurs permanents. Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut extraire rapidement, facilement, lisibles et simples, comme on disait tout à l'heure, et que les élèves peuvent comprendre pour leur parler du coaching, leur parler de l'observation, leur parler de l'entraînement? Voilà. Vincent, Joël, vous travaillez ensemble maintenant. Tout le monde sait que vous êtes des amis. Vous travaillez ensemble. Ça ne doit pas être toujours facile. Et moi, j'aimerais savoir comment vous avez abordé justement ce sujet du travailler ensemble. Parce qu'on a beau dire, mais travailler ensemble, ça s'apprend. Et ça ne fait pas forcément partie de notre formation initiale, ni continue d'ailleurs. Et donc, c'est des problèmes qui se résolvent au fil de l'eau, encore une fois, au quotidien. Comment vous avez envisagé les choses? Est-ce que vous êtes partis chacun de votre côté en disant moi je vais travailler telle activité, toi tu travailles l'autre, et puis on se réunit, on voit où est-ce que vous êtes partis? Est-ce que je fais une réponse institutionnelle ou bien, Non, tu fais une réponse vraie. Une réponse vraie. D'accord.
Le premier élément de réponse, c'est qu'on échange beaucoup sur le terrain, on travaille ensemble, on partage des classes et on aime, je crois, lorsqu'on a cette chance avec la production de formes scolaires de pratique, être dans l'innovation et pouvoir se soumettre l'un l'autre en fait des choses que l'on produit. Alors parfois on produit ensemble, parfois l'un produit et l'autre met à l'essai ce qui est produit. Ce qui est intéressant, c'est lorsque l'un est plutôt spécialiste et que l'autre qui ne l'est pas dans l'activité va trouver justement des biais que l'enseignant plutôt spécialiste dans l'activité n'avait pas forcément vu au regard de l'apprentissage des élèves. Donc voilà, je crois qu'on se nourrit l'un l'autre mais on n'a pas établi de... Je pense que les méthodologies de travail, savoir comment est-ce qu'on fait, on se répartit les activités, c'est important et lorsque les équipes sont nombreuses et qu'elles ont parfois du mal à se mettre au travail. Et c'est important d'avoir un cadre méthodologique pour ça. Après, lorsque l'équipe est restreinte et que la connivence n'est pas que professionnelle, finalement, les choses se passeraient très bien. Et voilà. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est un enjeu fondamental pour que l'évaluation soit équitable. C'est-à-dire que tous les élèves d'un établissement doivent pouvoir être évalués de la même façon, quel que soit l'enseignant. C'est un travail pas partagé, c'est un vrai enjeu. Oui. Pour que l'évaluation soit partagée entre les classes, il faut déjà qu'elle soit partagée entre les collègues. Donc, qu'il y ait vraiment une réelle culture commune de l'évaluation effectivement dans l'établissement. Merci pour ce témoignage. Alors justement, on va basculer sur le troisième champ de questions sur les apprentissages collaboratifs. Quelle part vous attribuez, Joël et Vincent, dans ce que vous nous avez proposé, dans votre notation, à la performance collective et à la performance individuelle, en particulier dans les sports collectifs? Alors, est-ce qu'on peut faire une petite illustration vidéo? C'est possible, Johan? Voilà, merci, très bien. D'accord. Je vais lui donner le micro. Alors, c'est juste après. Alors, on a parlé tout à l'heure de complémentarité entre l'évaluation individuelle et collective. J'essaie de revenir sur la bonne vidéo. Et on a envisagé qu'elle pouvait l'être de façon combinée. Vincent vous a montré un exemple en circuit training. Là, je vais vous montrer un exemple en ultimate d'une évaluation qui s'organise de façon plutôt classique avec une part du collectif et une part d'individuel. On a dit tout à l'heure en piste de réponse que la part du collectif ou la part de l'individuel, elle dépendait des enjeux éducatifs. Sinon, je peux faire comme ça. Elle dépendait des enjeux éducatifs et des besoins de formation vraiment du contexte local. Donc là-dessus, on n'a pas de réponse péremptoire. La part de l'individuel et du collectif, elle va évidemment dépendre de ce qu'il est important de travailler avec les élèves, les enfants qui nous sont confiés dans un contexte précis. Pour ce qui est donc d'une évaluation qui associerait, sans forcément les combiner, une part individuelle et collective. Donc, une forme scolaire de pratique en ultimate où les élèves doivent identifier des situations opportunes de contre-attaque et les exploiter avec efficacité. On est sur une situation classique, c'est une situation qu'on avait construite avec Michael Flory lorsque nous travaillions ensemble, avec des indicateurs de performance collective qui révèlent la façon pour les élèves, en manipulant des indicateurs, parce que si je fais ça, ça fait pause, non, ça n'y a pas de pause, donc c'est pas grave, donc qui révèlent à la fois la capacité des élèves à contre-attaquer et une évaluation qui est parallèlement et menée par les élèves de façon individuelle pour pouvoir, comme on l'a dit, s'assurer de l'équité de l'évaluation de l'élève au sein du collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis dans une équipe flamboyante que moi-même, j'ai produit une performance individuelle qui était digne de ce nom. Donc, l'évaluation individuelle de l'élève, elle est très, très complexe. On s'arrache les cheveux depuis des années pour savoir comment faire. Ici, vous avez le tableau, on va dire, de compétences que l'élève va s'approprier de leçon en leçon, avec des indicateurs de score très simples et qui, eux, révèlent la performance collective. Et sur cette petite fiche d'observation, on a là plutôt l'évaluation individuelle de l'élève. Alors, pour que cette évaluation individuelle de l'élève soit accessible aux élèves et à leur compréhension, on propose une évaluation individuelle qui repose uniquement sur deux grands paramètres.
parce qu'on est censé, on est tenté, en fait, quand on évalue l'élève, de l'évaluer sur de multiples paramètres, en tant que joueur, en tant que défenseur, en tant que porteur, non porteur, il y a beaucoup de choses. Là, l'évaluation individuelle repose sur 2 paramètres, la façon dont on reçoit le frisbee et ce que je fais du frisbee. Les élèves n'ont qu'à évaluer finalement ces 2 paramètres. Dans la façon dont je reçois le frisbee, l'élève va finalement cocher une case qui correspond à une action et qui révèle dans la façon dont on reçoit le frisbee quel type de partenaire je suis. Donc les apprentissages de démarquage. Quel type de défenseur je suis, parce que la façon dont je reçois le frisbee, ça peut aussi être la façon dont je l'ai volé à l'adversaire. Donc on a là des indicateurs sur la façon dont je reçois le frisbee et ce que j'en fais nous révèle finalement la performance de l'élève dans sa maîtrise technique et les choix, l'efficacité des choix qu'il fait. Vous avez ici un tableau qui met en lien toujours 2 grands paramètres dans la compétence, l'efficacité individuelle du joueur et le volume de jeu avec le nombre de frisbees qu'il a touché. Donc voilà un exemple d'association possible pour répondre à la question entre évaluation individuelle et évaluation du collectif. Voilà, je m'arrête là. Je voudrais juste rajouter, l'idée de la part du collectif sur l'individuel est également liée à l'enjeu que l'on donne et les enjeux éducatifs visés au sein de l'établissement. C'est-à-dire que si nous avons des enjeux collaboratifs liés à un contexte d'établissement où les élèves sont égocentrés, tournés vers eux-mêmes et qu'on cherche à créer une fraternité ou une solidarité entre les élèves, il est évident que la part collective peut, d'un point de vue quantitatif, prendre une plus grande part sur l'évaluation. À ce moment-là, la part de l'individu sera minorée. Et on est plus là sur la part note que sur la part liée à l'évaluation globale de l'élève. Merci. Je m'aperçois que nous avons largement dépassé le temps sur ce 9e webinaire. C'est un petit peu normal puisqu'en introduction, je disais que c'était 3 questions denses et puis une intervention en préliminaire de Véronique Eloiroux qui était quand même incontournable sur cette thématique. Je vous remercie vraiment chaleureusement donc, pour la qualité de vos interventions. Je voudrais aussi remercier Laj Azouzi et Johan Thomasauer pour toute la partie staff technique derrière, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été simple. Mais en tout cas, un grand merci à vous. Vous rappelez aussi que ce webinaire faisait partie d'un package de 3, puisque vous savez que le premier webinaire sur les apprentissages en EPS traitait des conduites motrices. Ensuite, sur le 8e numéro, on a traité des incidences des types de groupements sur les apprentissages. Pour finir aujourd'hui donc sur l'évaluation, tous ces webinaires sont à retrouver sur le site EPS de l'Académie de Créteil, mais aussi sur YouTube. Et je voudrais aussi terminer en vous remerciant tous, puisque vous avez été très nombreux à vous inscrire. On a eu plus de 400 inscrits aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment de la confiance que vous nous accordez. On essaiera d'être fidèle à cette confiance et de continuer à travailler donc, avec des gens de qualité comme aujourd'hui. Merci Véronique, un grand merci à toi d'être restée avec nous. Et puis, merci à vous. Bon courage pour la suite. Bon courage pour voilà, et à très bientôt. On t'embrasse. Au revoir à tous et à très bientôt pour le prochain webinaire de l'Académie de Créteil. Merci.